sport comme vous devez l'entendre. Le podcast de Jojo avec Joseph-Antoine Bell. Bienvenue dans cette autre édition du podcast de Jojo. Joseph-Antoine Bell, bonjour. Bonjour André Michel. Je devine, Jojo, que vous partagez l'excitation et le bonheur anticipé de millions de fans de football à quelques heures de la plus grande des grandes fêtes du football, la Coupe du Monde, qui commence dans quelques heures. Oui, évidemment, quand on aime le foot, quand on aime le sport, à la veille du démarrage d'une compétition, de la compétition suprême en fait, on est Ouais. forcément excité de voir où en sont les équipes, où en sont les protagonistes, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter, et on espère qu'ils vont nous présenter du bon. J'allais dire, on est excité quand bien même le Cameroun n'en fait pas partie, mais on va pas revenir dessus. Le Cameroun n'en est pas, ça on le sait, c'est enregistré et c'est triste pour nous tous un peu. Oui, ça c'est vu du Cameroun, mais le Cameroun, c'est un petit point dans le monde. Donc, Ouais. lorsqu'on regarde un championnat du monde de boxe, il n'y a pas de Camerounais dedans, il y a peut-être pas de Sénégalais non plus, il n'y a pas même d'Africains, mais on est content de regarder. Et non, on regarde la beauté du sport et ceux qui n'y sont pas, n'y sont pas. Alors, on va savourer. Coup d'envoi, Mexique-Afrique du Sud, au stade des Aztèques à Mexico City. Il sera 20h à Douala et 22h à Nairobi, ce jeudi 11 juin 2026. Normal donc de consacrer, Joseph-Antoine, ce podcast à cet événement monumental. Au menu, nous allons parler un peu de logistique, de visa et de traitement aux frontières. Mais surtout, nous parlerons de la Côte d'Ivoire qui, avant de rentrer en scène ce dimanche face à l'Équateur, s'est offert un boost de luxe en battant la France il y a quelques jours en match amical en France. Et puis nous dirons un mot sur le Maroc qui lui commence par le Brésil samedi. Mais Jojo, commençons par ce qui est moins du football et plutôt triste à voir. L'arbitre Somania, Monsieur Arta, qui devait se rendre aux États-Unis pour arbitrer parmi les 52 arbitres retenus par la FIFA, n'a pas pu entrer. Et puis on a vu l'équipe du Sénégal arriver et être traitée à la manière de suspects, de grands suspects arrivés aux États-Unis de cette manière-là. Des images un peu difficiles à accepter, non, Joseph-Antoine? Ce sont des images inacceptables, mais je vous aurais dit en un mot comme ami, ainsi va le monde. La grande hypocrisie et surtout aussi le grand boomerang. Le football mondial reçoit en pleine figure le coup qu'il a envoyé. Ce sont les conséquences de son choix. Moi, j'étais présent lorsque le monde du football a voté pour donner l'organisation de la Coupe du Monde au trio que nous connaissons, avec une grande majorité de voix africaines. C'était ahuri. À ce moment-là, le même président des États-Unis d'aujourd'hui était en poste, était en train de bâtir un mur entre les États-Unis et le Mexique, était déjà en guerre contre beaucoup de gens et était surtout déjà en train d'insulter les Africains. Mais de manière inexplicable, tout le monde a voté. Qu'on ait voté pour ce trio, ça peut passer. Mais avec les voix des Africains, c'est-à-dire le consentement des Africains pour être maltraités, aujourd'hui, on reçoit cela. C'était prévu. Et je suis triste. J'étais triste. Aujourd'hui, ce sont les conséquences. J'étais triste en voyant que la FIFA avait fait des pieds et des mains pour convaincre les fédérations de voter dans ce sens-là. De voter le football qui est pour tout le monde, le sport en général, mais notre football en particulier, qui s'est toujours vanté, cette FIFA quand moi je l'ai connu avec les Blatter, qui se vantait d'être plus fort que l'ONU parce qu'il pouvait rassembler tout le monde et faire rire tout le monde ensemble, faire applaudir tout le Ouais. monde ensemble, et de voir la FIFA se dévoyer ainsi en plébiscitant la guerre, la division,
Le mur, c'est pas moi qui l'ai construit. Il était là. Tout le monde le Ouais, savait. Tout le monde le voyait. Et comment avons-nous pu applaudir pour aller là-bas? Alors que d'habitude, nous excluons ceux qui déclarent la guerre aux autres. Donc, ouais, c'est ça le monde d'aujourd'hui. On ne veut pas dire la vérité. On, ne- on croit qu'il y a des intérêts qui, cachés d'ailleurs, qu'on n'avoue pas, qui seraient supérieurs à ouais. l'intérêt collectif et aux bonnes pensées. Oui, la philosophie, les bonnes pensées, la bien-pensance, elle est bonne à appliquer aux faibles. Elle est bonne à Ouais, ceux pour l'exiger de ceux qu'on veut écraser. J'entends tout le monde c'est dire qu'on a refusé l'entrée au meilleur arbitre africain. Non, le problème n'est pas qu'il soit meilleur. Le problème est ouais, qu'on a refusé l'entrée à un participant à la Coupe du Monde. Qu'il soit le meilleur ou pas, on aurait pu refuser les visas au Curaçao. Ce serait la même chose. Ils seront pas champions du ouais. monde. Et précisément, c'est la famille du foot qui aurait dû défendre l'un des siens, qu'il soit le meilleur ou le pire des Ou pas. participants. Voilà. Ouais. Alors, Donc, il y a d'ailleurs, et qu'il Jojo, à passe au propos de Madeleine. ça, il y a une réaction de la FIFA qui est très intéressante. La FIFA fait un communiqué disant qu'elle ne s'occupe pas des questions de visa et que tout dépend toujours du pays Non, organisateur, ce non, qui est bien non, non, gentil. non, 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 rappelez-vous, à chaque fois qu'il y avait une compétition dans le passé, le problème qu'on posait, parce que n'oublions pas que l'interlocuteur principal des instances du foot, c'est la fédération. Ouais, Donc, à chaque fois, ce qu'on demandait aux fédérations, c'est d'apporter la garantie du gouvernement qu'il y aura une libre circulation des acteurs, qu'il y aura ouais. un accueil des acteurs. C'est Ça ça, fait partie du l'apport cahier des charges. gouvernemental. Eh oui, l'apport gouvernemental, le candidat à l'organisation, c'est la fédération. Mais sa candidature n'est acceptée que lorsqu'elle est appuyée derrière par son gouvernement qui accepte les règles du foot, qui est la non parmi lesquelles il y a la non-discrimination. Donc, Absolument. la FIFA admet-elle qu'un arbitre qu'elle désigne tous les jours pour diriger des rencontres de foot serait un terroriste potentiel? C'est ça que Ouais. ça veut dire. C'est que ce Et qu'arbitre-là, s'il est terroriste potentiel, les États-Unis qui auraient des informations auraient dû le signaler depuis à la FIFA et on ne l'aurait plus désigné, ou on l'aurait espionné, on l'aurait pris la main dans le sac. on l'a quand même laissé atterrir à Miami en provenance d'Istanbul, Omar Abdulkadir Artan, ou le rapatrier ensuite. Comme si Ah, on a mais voulu y ajouter l'humiliation en plus. porteur d'un visa. Ouais, C'est-à-dire que les États-Unis viennent nous dire que leur système de livrage de visa est défaillant, puisqu'on lui a ouais, délivré un visa et il est arrivé sur place et là, on l'a refoulé. S'il est terroriste, pourquoi vous l'avez pas arrêté puisqu'il est terroriste? Pourquoi vous le refoulez? ouais. Si vous le refoulez, c'est qu'il n'est que suspect. Vous le suspectez alors qu'il dirige des matchs régulièrement sans signaler à la FIFA, sans qu'on ait vu une activité précise. On est là dans l'arbitraire même du président des États-Unis. Et pour continuer sur cet arbitraire, peut-être certains trouveront moins grave, il y a cette arrivée de l'équipe du Sénégal et on voit les joueurs et les dirigeants soumis à une fouille que certains trouveront peut-être légère, mais qui est en réalité humiliante. Oui, quand on pense qu'habituellement, dans les échanges, les joueurs, les équipes ont des corridors spéciaux dans lesquels ils passent quand ils arrivent. C'est ça la force. On croyait que c'était ça la force du foot. Quand une équipe arrive dans un pays, ses adversaires l'accueillent avec un corridor spécial où ils vont passer pour ne pas être soumis devant tout le monde à une foule humiliante alors qu'on sait que c'est une équipe de foot qui vient là pour s'amuser et qu'il y a des règles et qu'il y a plutôt un préjugé favorable pour ces autres de match. Là,
on vous reçoit en vous montrant que vous êtes rien du tout. Et ça, on l'a Ouais, accepté. Le foot, malheureusement, le sport, le foot aujourd'hui est rattrapé par la qualité de ses hommes. Qu'on le veuille ou non, quelles que soient les règles même du foot, le foot, ce sont ses règles. Mais ces règles n'ont de valeur qu'à travers les gens qui sont chargés de les porter. Et donc, aujourd'hui, absolument. nous nous sommes déculottés devant d'autres puissances. Et là où on croyait que c'était la puissance unificatrice du foot qui prévalait et qui réunissait tout le monde, souvenez-vous que quand il fallait aller en Russie, on avait peur de ceci, on avait peur de cela, et on comptait sur la FIFA pour faire en sorte que la Russie puisse accueillir tout le monde de la même façon. On était bien content que ce soit le cas et qu'il n'y ait pas d'incident. Aujourd'hui, on est allé malheureusement plus bas et on a Ouais, multiplié les incidents, mais bon, on aurait dû le savoir depuis le départ. Comme je dis, on avait voté depuis le départ pour un trio qui, logiquement, aurait dû interroger comment des gens qui se font la guerre, qui ne se parlent pas, qui construisent des murs au lieu de construire des ponts, comment peuvent-ils se mettre réellement ensemble et harmoniser l'organisation? Donc, du coup, des gens peuvent atterrir au Mexique et ne pas atterrir aux États-Unis. bon, je disais la Côte d'Ivoire. Donc, pour son premier match jouera contre l'Équateur dimanche, un adversaire qu'on imagine largement à sa portée, d'autant que les éléphants se sont boostés, comme on peut rarement le faire en battant la France il y a quelques jours avant de s'envoler vers les États-Unis. Victoire 2-1. Dans ces cas-là, à la veille d'une compétition comme celle-là, une victoire comme celle-là face à un adversaire somme toute prestigieux, qu'est-ce que ça fait à une équipe comme la Côte d'Ivoire, Joseph-Antoine? Oui, forcément, le moral très très haut d'avoir tenu, puis après remporter le match. Évidemment, ça vous met totalement en confiance. Mais, mais, la configuration de ce match risque bien d'être différent du match face à l'Équateur. Parce que Ouais, euh, dans le match face à la France, vous n'êtes pas obligé de faire le jeu, donc vous pouvez défendre, vous pouvez dégager, vous n'êtes pas les patrons du match, vous êtes là pour surprendre votre adversaire, alors que face à l'Équateur, vous risqueriez d'être à minima à égalité, sinon données favoris, et donc du coup, les données du match peuvent changer. Et puis, quelque part, ce sont des choses qu'on ne dit pas toujours, mais il faut espérer que les différents acteurs ivoiriens aient bien cela en tête. C'est-à-dire, en football, on n'est pas en boxe. En boxe, quand vous ouais, avez battu le champion du monde, vous devenez champion du monde. En football, quand vous avez battu le premier, vous ne devenez pas premier. Et encore moins quand vous l'avez battu en match amical. Donc, ouais, il faut bien garder cela en tête et surtout se souvenir de deux ou trois choses qui sont arrivées en Coupe du Monde avec des pays africains ou du moins avec des pays on appellera du Sud. Et récemment, l'Arabie Saoudite avait battu l'Argentine ouais, au premier match. Au ouais, premier match de poule, seulement à la fin de la compétition, l'Argentine était championne du monde et l'Arabie Saoudite était rentrée depuis longtemps. ouais, C'était un succès de prestige, mais ça n'est resté que ça. Euh, le Sénégal avait battu la France en 2002. Le Sénégal avait fait une bonne compétition, mais cela ne l'avait pas rendu champion du monde parce que la France arrivait en champion du monde. Donc, et le Cameroun avait battu l'Argentine en 90. C'était un très bon résultat. Le Cameroun a fait un beau parcours et l'Argentine était finaliste. Donc, il ouais. faut bien se dire que
d'avoir battu la France n'est pas la finalité. Il faut rester concentré et il faut bien analyser pour pouvoir poursuivre son chemin et en se rappelant qu'on a montré de quoi on est capable dans Ouais. un certain niveau d'adversité et dans les moments difficiles, puiser dans cette confiance-là pour redresser la tête et éventuellement passer l'obstacle. Donc se booster, mais ne pas perdre la tête, en gros. Ouais, absolument. À la fin de ce match, France-Côte d'Ivoire, match amical donc qui a eu lieu à Nantes, parmi les nombreuses images, comme ça arrive souvent à la fin du match, des joueurs se sont embrassés, des joueurs adverses notamment, et on a vu 2, 3, 4 ou 5 joueurs ivoiriens aller particulièrement embrasser, congratuler Ousmane Dembélé, qui est joueur de l'équipe de France, ballon d'or en titre. Un des commentaires qu'on a vu passer, c'était les joueurs ivoiriens le félicitaient, Ousmane Dembélé, pour ses formidables prestations ces dernières années, la double victoire du PSG. Sauf que le footballeur africain camerounais, que Joseph-Antoine, vous avez été en France, notamment pendant plusieurs années, je me pose la question, comment vous percevez quand vous avez en face de vous, jouant pour l'équipe de France, certes, mais en face de vous, si c'était à rejouer, Kylian Mbappé. Est-ce que Kylian Mbappé est juste un Français comme un autre? Parce qu'il nous a semblé que dans cette embrassade, cette accolade entre ces joueurs, il y avait beaucoup plus et probablement le souvenir du lien qui est entre des gens en dépit des passeports qu'ils portent. Et ce match particulier Côte d'Ivoire, France-Côte d'Ivoire, euh, aurait dû ouvrir les yeux à plus d'un. Le fait de jouer dans des équipes différentes ne vous rend pas ennemi et ne vous rend pas inconnu parfait. Et même quand vous le seriez, effectivement, dans les temps lointains où les joueurs noirs pouvaient être un petit peu rares, quand il y en avait un en face, vous sympathisiez fortement parce qu'il vous ressemble. Mais cela n'entache en rien votre volonté de gagner parce que vous aimeriez à la fin, lorsque vous allez vous embrasser, être celui qui a gagné. Et donc, les Ivoiriens étaient très contents de féliciter Dembélé et les autres en étant ceux qui ont gagné le match. Et si je dis que ce match était celui où on devait tout comprendre, c'est que ce jour-là, vous aviez deux frères, les frères Doué, Ouais, un jouant pour la France et l'autre pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils sont? Ils sont frères et adversaires. Et ouais, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de joueurs dans nos équipes nationales sont des binationaux, c'est-à-dire généralement nés hors d'Afrique. Et donc, ce sont des choix sportifs, mais qui n'effacent pas la vie d'avant. C'est-à-dire, ouais, la plupart d'entre eux ont grandi ensemble, auraient pu se retrouver ensemble en équipe nationale, comme Mbappé, Dembélé ou Upamecano, donc tous dans la même équipe, ou finalement se retrouver comme les doués, un en face de l'autre. Et donc, ouais, ça ne passe pas leur vie commune où ils ont été copains. Et puis, certaines de ces équipes africaines ont même joué dans les équipes de jeunes françaises, équipes nationales de ouais, jeunes. ouais. Donc, ont porté le maillot bleu avec leurs adversaires aujourd'hui et qui, eux, ont confirmé leur grand potentiel parce que ça se choisit à la disponibilité. C'est-à-dire que celui qui jouait en même temps que Dembélé et Mbappé, euh, forcément avait un petit peu moins de chance d'arriver en équipe A que, et à ce moment-là, il va se rabattre dans l'équipe nationale qui représente un autre de ses parents. Donc, voilà. Donc, ces Ouais. joueurs-là, avant tout, des garçons qui ont grandi ensemble, qui se connaissent et qui s'apprécient. Jojo, on a la chance de t'avoir parce que tu as vécu dans une période lors de laquelle, tu l'as mentionné tout à l'heure, les joueurs noirs en Europe étaient rarissimes. Je rappelle que tu as joué à l'Olympique de Marseille et tu en étais capitaine à l'époque où le nombre de joueurs étrangers
de tel club était limité à 2. Il y avait dans ton équipe, je pense, à un moment, Diallo, Oui, ailier, et puis il y a eu Fall, je crois bien, oui, arrière latéral, oui, aussi à une certaine période. oui, Vous étiez rares, des joueurs oui, africains jouant en championnat de France. Mais aussi rares étaient des joueurs noirs jouant en équipe nationale, en France, en Allemagne ou ailleurs. À oui, votre époque, il y avait, je pense, Marius Trésor et, oui, et Jean Tigana dans les années oui. 80. Mais aujourd'hui, on a un renversement assez fantastique où il faut chercher le blanc en équipe de France et où le championnat de France a plus d'Africains probablement que d'autres nationalités, d'autres continents. Que s'est-il passé de si énorme? On sait l'immigration et tout le reste, l'arrêt Bosman, mais on vit dans un autre monde pour vous qui avez vécu dans le monde précédent. Oui. Oh, j'ai connu beaucoup de choses. Il faut savoir que j'ai rigolé parce que à l'époque, oui, l'équipe de France avait des joueurs noirs et était regardée de travers. L'équipe d'Allemagne n'acceptait même pas les métis. Il y avait un fabuleux milieu de terrain à Hambourg qui s'appelait Hattrick. Tout le monde reconnaissait qu'il était très fort, mais on l'a jamais sélectionné. On n'aurait jamais sélectionné à cette époque-là Mesut Özil, qui était turc d'origine. Ouais, C'était, ouais. non, c'était pas envisageable du tout. Il faut savoir en Angleterre, on a attendu très longtemps avant d'avoir Viv Anderson, arrière droit, Ah je crois, ouais. de Nottingham Forest, le premier à être sélectionné en équipe d'Angleterre. Voilà comment les barrières sont tombées. Mais on doit reconnaître que la France avait montré l'exemple depuis très très longtemps de ne pas avoir cette barrière en équipe nationale et de reconnaître que la France était aussi ses îles. Donc, Marius Trésor a été en équipe nationale, il en a été capitaine. Mais en ce qui concerne le championnat, il faut savoir que pendant longtemps, on a essayé de mettre une barrière pour que n'arrivent pas en déferlance les joueurs noirs, on les compte comme ça, les joueurs africains, les jeunes Africains nés en France, qui grandissaient dans les banlieues, qui étaient tout aussi bons, mais le système verrouillé et à un moment la Ligue a cédé. Je me rappellerai toujours que mon propre directeur sportif oui, il était quoi, directeur général à Bordeaux, qui s'appelait Didier Kouekou, un ancien grand joueur, qui savait cela, qui me disait très bien que si on veut gagner une Coupe du Monde, et là on est en 90, et il me disait, si nous, la France, on veut gagner une Coupe du Monde, on est obligé de faire tomber ces barrières-là, parce qu'on ne peut pas nier que les joueurs d'origine africaine apportent autre chose. Il me dit, nous, ici à Bordeaux, quand je regarde ce que tu peux apporter, c'est totalement différent. Bon, donc, you know, et donc, finalement, la barrière étant tombée, ben, en 98, Ouais. la France a remporté la Coupe du Monde. Donc, Mais il a presque fallu que la France souffre, puisqu'elle n'est pas en Coupe du Monde en 90, elle n'est pas en Coupe du Monde en ouais, 94. oui, Et on dirait oui, qu'il oui, se passe une chose extraordinaire. On ouvre les portes et arrive Zidane et tous les autres. oui. Ouais, de Sailly, Boli, et voilà, ça va comme ça, voilà. C'était un plaisir de vous avoir, comme toujours, pour cette autre édition du podcast de Jojo. La Coupe du Monde a commencé au moment où vous regardez peut-être cette vidéo. Savourez-la. Merci. C'est le podcast de Jojo avec Joseph-Antoine Bell, une production Kobo Sport.